ma compagne a accepté un défi de ses amis, franchir les limites de notre engagement, juste pour voir si je m'en rendrais compte. Elles ont tout filmé comme si ce n'était qu'une vaste blague, et quand j'ai découvert la discussion de groupe où elles célébraient ma naïveté, j'ai compris une chose d'un coup, elles n'avaient pas la moindre idée de la personne à qui elles s'attaquaient. Tout a commencé un jour ordinaire dans notre appartement lyonnais. J'utilisais l'ordinateur portable d'Amira pour imprimer des billets de TGV, quand une notification de message est apparue à l'écran. Un texte court, mais suffisant pour faire basculer ma vie. Mon Dieu, il ne s'en doute toujours pas. C'est le meilleur canular de tous les temps. Le pauvre n'a aucune idée que sa copine a eu une relation inappropriée avec Hugo à la soirée des défis. Le message était accompagné d'une vidéo en pièces jointes. Je l'ai ouverte, et là se trouvait Amira, ma compagne depuis 2 ans, en train d'embrasser un jeune homme que je ne connaissais pas dans une chambre, pendant que ses amis riaient derrière la caméra. En arrière-plan, quelqu'un tenait une pancarte ridicule qui disait « Test de crédulité en cours ». À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose de très étrange en moi. Ce ne fut pas un accès de rage, ni un cri, ni l'envie de tout casser, ce fut le contraire, un silence absolu, une froideur nette et implacable. Comme si quelque chose en moi s'était éteint et, en même temps, avait commencé à fonctionner avec une précision chirurgicale. Je m'appelle Antoine, j'ai 27 ans, je travaille comme consultant en sécurité informatique dans le quartier d'affaires de la Pardieu. C'est une façon polie de dire que je suis très bien rémunéré pour identifier les vulnérabilités des systèmes de grandes entreprises et les sécuriser avant que des individus malveillants ne les exploitent. Jusqu'à ce jour, je croyais qu'Amira était la femme de ma vie. Nous étions ensemble depuis 2 ans, nous partagions cet appartement depuis 6 mois. Elle était charmante, amusante, brillante, et je prévoyais de la demander en mariage lors de notre voyage en Polynésie française le mois suivant. J'avais déjà acheté la bague, tout était organisé. La seule chose qui m'avait toujours dérangé, c'était son groupe d'amis. Il y avait Léa, qui se présentait comme créatrice de contenu même si elle plafonnait à 12 000 abonnés, Inès, qui travaillait dans une agence parisienne de relations publiques et traitait chaque interaction comme une expérience sociale, Fatou, qui enchaînait les déceptions sentimentales et en gardait une grande amertume, et Camille, la figure de proue du groupe, la pire influence de toutes à mon sens. Elles avaient toute la vingtaine, passé leur week-end sur les péniches festives du Rhône ou dans les bars de la Croix-Rousse. Vivaient collées à leurs réseaux sociaux, obsédées par les tendances éphémères. Elles entretenaient une dynamique étrange et compétitive où elles cherchaient toujours à se surpasser avec des mises en scène de plus en plus douteuses. Je les tolérais parce qu'Amira semblait apprécier leur compagnie, et parce que je n'ai jamais été le genre d'homme à dicter les fréquentations de ma compagne. Parfois, je les accompagnais dîner dans une brasserie, je souriais pendant qu'elles débattaient de l'esthétique de leur profil, des rumeurs de la semaine ou du dernier défi en vogue, puis je rentrais chez moi, reconnaissant d'avoir Amira, qui était censée être plus mature et équilibrée qu'elle. Du moins c'est ce que je croyais. La vidéo que je venais de visionner datait de 3 semaines, lors d'un événement qu'elles appelaient une soirée action ou vérité extrême, une réunion où les participants repoussent les limites du bon sens pour gagner des paris. Sur l'enregistrement, on voyait Amira entrer dans une pièce avec ce fameux Hugo, tandis que ses amis filmaient depuis une porte entr'ouverte. Léa tenait le téléphone et chuchotait avec excitation, « Mon Dieu, elle le fait vraiment !» Une autre voix ajoutait, « Le pari était de le séduire en moins de 10 minutes, ça en fait 7. Antoine n'en saura jamais rien. » J'ai regardé la vidéo en entier, qui durait environ 3 minutes. Je l'ai visionnée avec un calme troublant. J'ai vu la femme avec qui je partageais ma vie embrasser un inconnu, j'ai vu comment elle riait, j'ai vu comment, quand ses amis sont entrés en gloussant pour célébrer la scène, elle leur a tapé dans la main comme pour fêter une victoire sportive, et je l'ai entendu dire en souriant. Je vous l'avais dit, Antoine ne le découvrira jamais. Il a une confiance aveugle en moi, il est tellement crédule que c'en est touchant. Ensuite, j'ai fermé l'ordinateur avec un soin extrême. Je suis resté assis dans le salon, entouré de nos photos, de notre décoration, de tout ce que nous avions construit, et je n'ai absolument rien ressenti. Ni tristesse, ni larmes, ni panique, seulement cette froideur glaciale. Puis, j'ai rouvert la machine et j'ai fait ce que je maîtrise le mieux. Amira avait laissé sa session de messagerie synchronisée sur le navigateur. J'y ai accédé en quelques secondes, j'ai ouvert l'historique complet des conversations et j'ai commencé à lire. Et ce que j'ai découvert dépassait largement le cadre d'un simple écart de conduite. La discussion de groupe s'intitulait « Le chaos entre filles » et ce n'était pas un phénomène récent, il y avait des mois d'archives.
Les défis étaient listés comme des tâches à accomplir. Il y a 2 mois, défi pour qu'Amira séduise le serveur de la brasserie toute la soirée pour obtenir des verres gratuits pendant qu'Antoine va aux toilettes. Validé. Il y a 6 semaines, défi pour qu'Amira fasse croire à Antoine qu'elle passe le week-end chez ses parents à Annecy, alors qu'elle part en réalité avec nous dans un club à Cannes. Validé. Il y a 4 semaines, l'épreuve ultime. Amira doit avoir une relation avec quelqu'un à la soirée des défis et voir si Antoine s'en rend compte. S'il ne découvre rien d'ici 1 mois, nous nous cotisons pour lui verser 1 500 €. Puis venaient les échanges d'après-soirée, encore plus accablants. Inès écrivait « Je n'arrive pas à croire que tu sois allé jusqu'au bout, ça c'est de l'implication. » Amira répondait « Honnêtement, ce n'était même pas compliqué. Hugo était très à mon goût et Antoine a tellement confiance qu'il avale tout ce que je lui dis. Je pourrais le trahir toutes les semaines, il ne s'en douterait jamais. » Léa ajoutait « C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre en couple avec des garçons trop gentils. » Où est l'adrénaline ? Et Camille demandait « D'accord, mais sérieusement, combien de temps on fait durer ça avant de lui avouer que c'était un canular ? » Amira a conclu « Jamais. Pourquoi on lui dirait ? Il est content, je suis contente, tout le monde y gagne. En plus, j'ai vraiment besoin de ces 1 500 €. J'ai poursuivi ma lecture, ligne après ligne, parcourant des semaines de conversation. J'ai lu comment elles avaient transformé ma loyauté en un jeu de société, comment elles pariaient sur mon aveuglement, comment elles se moquaient de mon tempérament paisible qu'elles qualifiaient d'énergie de labrador, comme si être un homme honnête et aimant était une tare. Elles me décrivaient comme une cible facile qui ne riposterait jamais. À chaque phrase lue, cette zone de froid s'étendait dans ma poitrine jusqu'à l'occuper entièrement. Elles se croyaient intouchables, elles se sentaient supérieures, ce petit groupe pensait avoir orchestré la machination parfaite contre un homme sans défense. Ce qu'elles ignoraient, c'est que ce garçon tranquille possédait des compétences d'investigation numérique qu'elles ne pouvaient même pas concevoir. Dans le cadre de mon métier, je traque les failles de sécurité les plus complexes, j'analyse des réseaux de données pour des institutions de premier plan, et j'ai refusé des postes prestigieux dans la cybersécurité d'État parce que le secteur privé offrait de meilleures conditions. À présent, j'allais mobiliser toute cette expertise pour leur donner une leçon aux proportions monumentales. Ce jour-là, pendant qu'Amira était au bureau, je suis resté travailler depuis l'appartement pour élaborer ma stratégie. Je n'ai pas agi sous le coup de l'émotion, j'ai planifié avec méthode. J'ai d'abord créé un espace de stockage en ligne totalement anonyme et j'ai sauvegardé l'intégralité du dossier, chaque message, chaque photo, chaque note vocale du groupe. Ensuite, je suis allé plus loin. En utilisant des données publiquement exposées et quelques imprudences flagrantes dans la gestion de leurs mots de passe, j'ai pu observer ce qu'elles cachaient derrière leur profil public. J'ai documenté tout ce qu'elles croyaient hors de portée. Le résultat était une mine d'or de comportements répréhensibles. Léa, l'influenceuse, possédait un dossier rempli de photographies achetées sur des banques d'images ou à des freelances, qu'elle publiait en prétendant parcourir le monde. Inès, la professionnelle des relations publiques, échangeait avec sa direction sur la fabrication de faux avis clients pour tromper les consommateurs. Fatou dupait 3 hommes différents sur des applications de rencontres en utilisant une usurpation d'identité avec les photos d'une autre femme. Quant à Camille, la meneuse du groupe, elle gérait un compte secondaire où elle se vantait de commettre des petits larcins dans des boutiques indépendantes lyonnaises et partageait des astuces pour partir sans payer dans les restaurants. Mais l'heure n'était pas encore venue de dévoiler ces éléments. Il fallait d'abord les laisser croire à leur victoire. Ce soir-là, quand Amira est rentrée du travail, je me suis comporté de la manière la plus banale possible. Je l'ai saluée, je l'ai interrogée sur sa journée, j'ai préparé le repas pendant qu'elle se plaignait de ses collègues. Pendant tout ce temps, je l'observais me mentir avec un sourire angélique, sans le moindre signe de culpabilité. Je ne ressentais aucune douleur, seulement une détermination d'acier. Durant les 2 semaines qui ont suivi, j'ai joué le rôle du compagnon idéal. J'ai vu Amira et ses amis relâcher leur attention et redoubler d'audace. La discussion de groupe est devenue de plus en plus cynique. Elles ont commencé à m'appeler systématiquement Antoine le Labrador et à plaisanter sur mon niveau de dressage. Amira planifiait déjà ce qu'elle allait s'offrir avec ses 1 500 €, car le délai du mois touchait à sa fin et je n'avais, selon elle, toujours rien vu. En parallèle, j'activais la 2e phase de mon plan. J'ai conçu un site internet au design sobre et percutant, affichant un simple compte à rebours et un texte annonçant « La véritable face d'Amira et de ses amis, prochainement ».
J'ai enregistré le nom de domaine via des serveurs étrangers sécurisés pour garantir mon anonymat total. Ensuite, j'ai lancé une campagne ciblée, j'ai identifié les abonnés et les contacts professionnels de chacune d'elles sur les réseaux sociaux. J'ai configuré un outil automatisé pour leur envoyer un message direct anonyme contenant une seule phrase « Vous devriez vraiment voir ça », accompagné du lien vers le compte à rebours. En 3 jours, plus de 5000 personnes s'étaient inscrites pour recevoir une alerte lors de la mise en ligne. La 3e phase fut la plus intéressante. J'ai contacté Hugo, l'homme de la vidéo, depuis un profil professionnel factice en me faisant passer pour un directeur de casting cherchant des profils pour une nouvelle émission de télé-réalité française. Je lui ai expliqué que son profil m'intéressait et que j'avais besoin de contenu récent et audacieux pour évaluer son potentiel pour le programme. Flatté et peu méfiant, il m'a fait parvenir plusieurs fichiers, dont un autre angle de vue de la fameuse scène avec Amira, ainsi que des captures d'écran de messages où elle le recontactait par la suite en lui écrivant « C'était intense, on devrait remettre ça un de ces jours. » Mais sans public cette fois. Ces éléments confirmaient non seulement les faits sous plusieurs angles, mais prouvaient aussi qu'Amira avait cherché à prolonger cette relation inappropriée en dehors du simple défi. Ce n'était plus un dérapage isolé, c'était une trahison continue et assumée. Cela a définitivement balayé le moindre doute quant à la légitimité de ma démarche. Le 28e jour après leur soirée, soit 2 jours avant la fin de leur pari, j'ai invité Amira à dîner dans un authentique bouchon lyonnais qu'elle adorait. J'ai été prévenant, souriant, comme si le monde tournait rond. Pendant qu'elle savourait son repas, persuadée d'avoir gagné la partie, je savourais l'imminence de la conclusion. J'ai pris sa main par-dessus la table, jouant la comédie jusqu'au bout. Lorsqu'elle s'est absentée pour aller aux toilettes, j'ai basculé sur le réseau Wi-Fi du restaurant et j'ai déclenché la 4e phase. J'avais programmé une série de courriels qui partiraient simultanément vers des cibles décisives. Les marques partenaires de Léa ont reçu un dossier anonyme démontrant la fraude de ses publications sponsorisées et l'usage de fausses photos. La direction de l'agence d'Inès a reçu les preuves de la falsification des témoignages clients, un acte lourd de conséquences pour la réputation d'une entreprise de communication en France. Les 3 hommes victimes de l'usurpation d'identité orchestrée par Fatou ont été mis en contact les uns avec les autres, avec les preuves de la supercherie. Enfin, l'employeur de Camille a reçu les vidéos documentant ses vols à l'étalage. Mais ce n'était que l'avant-garde, l'impact principal était prévu pour le lendemain matin. Quand Amira est revenue à table, j'ai levé mon verre de vin pour porter un toast à la loyauté et à l'honnêteté dans le couple. Je l'ai regardé sourire de toutes ses dents, trinquer et boire, à des années-lumière de se douter que sa vie sociale et professionnelle était sur le point de s'effondrer. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, j'ai déposé un baiser sur son front pendant qu'elle dormait encore, et je suis parti avec mon ordinateur. Je me suis installé dans un café de spécialité offrant une excellente connexion. À 9h précises, j'ai mis le site en ligne. Les milliers de curieux inscrits ont découvert une page épurée contenant une seule vidéo centrale. C'était un montage que j'avais rigoureusement édité, avec des repères temporels et des sous-titres précis. Le contenu n'avait rien d'explicite pour respecter la loi, mais il était moralement dévastateur. On y voyait d'abord les préparatifs du défi lors de la fête, puis les captures d'écran du groupe où elle pariait de l'argent, la séquence du canular désobligeant où elle riait de moi, la preuve qu'Amira avait relancé Hugo pour le revoir, et enfin une chronologie détaillée de tous les autres mensonges qu'elles avaient orchestrés à mes dépens, preuve à l'appui. Je ne m'étais pas arrêté là. Le site comportait des onglets dédiés à chacune des amies, exposant leur comportement répréhensible avec une clarté irréfutable, l'escroquerie commerciale de Léa, les fautes professionnelles d'Inès, la tromperie toxique de Fatou et les délits assumés de Camille. Tout était classé de manière factuelle, rendant toute tentative de démenti impossible. Au bas de la page d'accueil, j'avais rédigé ce simple paragraphe, ces personnes ont jugé amusant de transformer en divertissement la confiance de quelqu'un qui les respectait. Elles l'ont filmé. S'en sont vantés et ont parié de l'argent dessus. Voici le reflet exact de leur valeur. Partagez cette page avec ceux qui méritent de connaître la vérité sur Amira, Léa, Inès, Fatou et Camille. En 1 heure, le compteur affichait 15 000 visites, en 3 heures, 50 000. Le lien avait été partagé sur des forums, relayé sur les réseaux sociaux, et se propageait de manière fulgurante dans l'écosystème lyonnais et au-delà. J'étais attablé dans ce café, observant les statistiques s'envoler, buvant mon expresso avec ce sentiment d'accomplissement froid qui survient lorsqu'un projet complexe aboutit à la perfection. Vers 10h30, mon téléphone a commencé à vibrer, c'était Amira.
J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Elle a appelé 6 fois de suite. Puis les messages sont arrivés. Antoine, où es-tu? Réponds-moi immédiatement, il se passe une catastrophe. Je n'ai pas réagi. Je voulais qu'elle ressente le vertige, ne serait-ce qu'une fraction de la trahison que j'avais encaissée. La discussion de groupe des filles, que je continuais de consulter à distance, était en pleine panique. Léa, qui a fait ça? Mes agences annulent mes contrats. Inès, je viens d'être convoqué pour un licenciement pour faute grave. Mon patron a tout reçu. Fatou, les 3 gars m'ont écrit. Ils veulent déposer une main courante contre moi. Camille, c'est une atteinte à la vie privée. On va engager des poursuites contre celui qui a fait ça. Amira, c'est Antoine. Ça ne peut être qu'Antoine. Mais comment a-t-il su? Comment a-t-il eu accès à tout ça? À midi, je suis rentré à l'appartement. Amira s'y trouvait, flanquée de ses 4 amis. L'ambiance oscillait entre les larmes de panique et les cris de fureur. À mon entrée, elles se sont tournées vers moi comme un tribunal improvisé. Léa m'a accusé de ruiner son image publique, Inès a brandi des menaces de poursuites judiciaires, Fatou m'a qualifié de déséquilibré, et Camille s'est avancée pour tenter de m'arracher mon ordinateur portable en hurlant de supprimer le site. J'ai repoussé sa main avec une fermeté glaciale, et j'ai déclaré d'une voix parfaitement posée, sortez immédiatement de chez moi. Toutes, sauf Amira. Tu ne vas pas nous donner d'ordre, a vociféré Camille. Je l'ai fixé dans les yeux sans élever la voix, le bail de cet appartement est à mon nom exclusif. Vous êtes ici sans mon autorisation. Soit vous sortez dans la seconde, soit j'appelle la police nationale pour violation de domicile. Et j'en profiterai pour leur montrer les vidéos de tes petits larcins. Elles ont fait demi-tour. Elles lançaient encore des menaces confuses concernant des avocats en claquant la porte, mais elles ont obéi. Nous sommes restés seuls, Amira et moi. Le maquillage coulait sur son visage décomposé. Elle s'est précipitée pour tenter de me prendre dans ses bras, mais j'ai fait un pas de côté. Non, ai-je dit d'un ton sec. Antoine, je t'en supplie, laisse-moi t'expliquer. C'était un pari stupide, ça n'avait aucune importance sentimentale. L'importance, les jeux coupés, c'est que tu as franchi la limite avec un inconnu. Pour ensuite rire avec tes amis de ma prétendue crédulité. C'est que tu as relancé cet homme pour réitérer l'expérience. C'est que tu m'as menti les yeux dans les yeux pendant des semaines en te moquant de ma bienveillance. C'était une mauvaise blague qui a mal tourné. Nous allions finir par te le dire, c'était censé être une anecdote. Et qui trouve ça drôle aujourd'hui, ai-je demandé le plus sérieusement du monde. Amira est restée sans voix. Elle s'est remise à pleurer, s'excusant en boucle, me suppliant de désactiver le site. Elle m'a expliqué que sa famille l'avait vu, que sa direction était au courant, que son nom était sali. Je l'ai écoutée jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'arguments. Puis, j'ai prononcé la phrase que j'avais préparée, je veux que tu aies quitté cet appartement d'ici dimanche soir. Tu as 3 jours pour faire tes cartons. Elle m'a regardé, hébété. Le contrat de location est à mon nom, tu n'as aucun droit légal de rester ici. Si dimanche tu es encore là, je ferai appel à un serrurier, et je ferai transporter tes affaires dans un garde-meuble à tes frais par des déménageurs. Antoine, s'il te plaît, où veux-tu que j'aille? Peut-être chez Hugo, ai-je répondu d'un ton neutre. Il semblait ravi de ta compagnie. C'était l'erreur d'un soir. Non, les jeux corrigés. L'acte physique était l'erreur d'un soir. Mais la trahison de ma confiance, les moqueries, les mensonges et le fait de privilégier l'amusement de tes amis au détriment de notre couple, ça a duré des semaines. L'infidélité n'était que le clou du spectacle. Elle a tout tenté, l'effondrement, la colère, la négociation, les promesses de thérapie de couple. Rien n'a fonctionné. La froideur en moi s'était cristallisée, et aucun de ces mots ne pouvait plus m'atteindre. Au cours des jours suivants, les répercussions ont été considérables. Le site est devenu viral au-delà de leur cercle. Un créateur sur TikTok a résumé l'affaire et la vidéo a dépassé les 2 millions de vues. Un journal local s'est penché sur le phénomène des fausses vies d'influenceurs en utilisant le cas de Léa comme exemple. L'agence d'Inès a publié un communiqué de presse officiel pour annoncer la fin de leur collaboration et se dissocier de ces pratiques. Fatou a dû trouver un accord financier à l'amiable et verser des dommages et intérêts pour éviter un procès pour usurpation d'identité.
Et Camille a été immédiatement remerciée par son employeur après la diffusion des preuves de ses vols. Quant à Amira, elle a dû retourner vivre chez ses parents dans la banlieue lyonnaise, profondément humiliée. Les amis se sont d'abord déchirés entre elles, puis ont fini par rejeter toute la faute sur Amira, puisque c'était son compagnon qui avait déclenché l'avalanche, ce qui a brisé leur groupe. Amira a essayé de me contacter par différents canaux pour implorer mon pardon, mais je l'avais bloqué partout. La seule communication restante est passée par mon avocat, pour finaliser la séparation des biens matériels et lui confirmer par mise en demeure qu'elle n'avait plus aucun droit sur mon domicile. Environ 2 semaines après l'explosion de l'affaire, j'ai reçu une notification sur le réseau professionnel LinkedIn. C'était un message de Hugo. Il disait « Écoute, je voulais juste te présenter mes excuses. Je n'avais aucune idée qu'Amira était en couple. Elle s'est présentée comme célibataire et ses copines ont appuyé sa version. J'avais bu, j'ai manqué de discernement, et je regrette d'avoir été mêlé à ça. Ta réaction a été radicale. Mais honnêtement, elles ne l'ont pas volé. J'espère que tu tiens le coup. » Je n'ai pas donné suite à son message, mais j'ai respecté la démarche. Au fond, il avait lui aussi été manipulé, il n'était qu'un pion sur leur échiquier, tout comme moi. Lorsque l'histoire a fait le tour d'Internet, de nombreux internautes se sont demandé si je n'étais pas allé trop loin, si cet affichage public était proportionné face à un défi d'infidélité. Ma réponse est restée invariable, elles ont fait le choix de transformer la destruction de mon honneur privé en un spectacle public. Elles l'ont enregistré, l'ont diffusé entre elles, en ont ri, ont parié de l'argent sur ma loyauté. Je n'ai fait qu'utiliser leur propre logique, j'ai transformé leur comportement répréhensible privé en information publique. Tout ce que j'ai mis en ligne s'appuyait sur des faits documentés, je n'ai rien falsifié, je n'ai rien diffamé, j'ai simplement compilé les preuves qu'elles avaient elles-mêmes générées. Si la vérité sur leurs actions leur fait honte, alors elles n'auraient pas dû agir ainsi. Certains m'ont jugé excessif, d'autres m'ont vu comme un justicier. En réalité, l'opinion publique m'importe peu. Mon seul objectif était de m'assurer que ces 5 personnes comprennent que les actes ont des conséquences juridiques et morales, et que prendre quelqu'un de bienveillant pour un idiot est une erreur stratégique fatale. D'ailleurs, le site est toujours en ligne. Je règle les frais d'hébergement annuellement et il est parfaitement référencé. Toute personne qui tape leur nom dans un moteur de recherche tombera dessus. C'est un registre durable de leur véritable personnalité, et cela me semble être un juste retour des choses. Concernant la bague de fiançailles, je me la suis fait rembourser. J'ai utilisé cette somme pour m'offrir un voyage en solitaire au Japon. C'est une destination qui me faisait rêver depuis longtemps, mais qu'Amira jugeait ennuyeuse. J'ai passé 2 semaines à explorer Tokyo et Kyoto, à découvrir la gastronomie locale, à visiter des sanctuaires, loin de toute pensée liée à la vengeance ou à la trahison. Et c'est là-bas, dans le silence d'un jardin zen de Kyoto, que j'ai senti la glace dans ma poitrine commencer à fondre. Je ne prétends pas être totalement guéri. Refaire confiance prendra du temps, je serai certainement plus vigilant et exigeant à l'avenir. Mais j'ai acquis une certitude absolue, il est infiniment préférable d'être seul plutôt que de partager sa vie avec quelqu'un qui perçoit votre bienveillance comme une faille à exploiter. Aux dernières nouvelles, Amira travaille comme vendeuse et réside toujours chez ses parents. Léa a perdu l'essentiel de ses partenariats et tente de relancer une chaîne basée sur l'authenticité et la résilience, mais le public n'y croit plus. Inès a dû quitter le milieu de la communication parisienne et occupe un poste administratif classique. Fatou paie toujours son accord à l'amiable. Et Camille a dû quitter la région lyonnaise pour fuir sa mauvaise réputation. Est-ce que j'éprouve des remords face à cette situation? Très franchement, non. Car lorsque je repense à cette vidéo où elles gloussaient avec leur pancarte test de crédulité, lorsque je revois les messages d'Amira expliquant combien j'étais naïf, lorsqu'elle pariait de l'argent sur mon aveuglement. Non, je ne ressens aucune culpabilité. Je ressens un profond apaisement. La satisfaction de leur avoir montré à qui elles se frottaient réellement. Elles ont voulu tester ma naïveté, elles ont fini par éprouver mon niveau de tolérance, et la sanction a été totale. Elles pensaient que j'étais comme ce fameux labrador, docile, simple et prévisible. Ce qu'elles n'avaient pas anticipé, c'est que même le plus gentil des chiens possède des crocs quand on le pousse dans ses retranchements. Commentaire, je tenais à prendre un moment avec vous pour réfléchir au message profond que nous laisse ce témoignage. La gentillesse et la patience sont souvent confondues à tort avec de la faiblesse ou de la naïveté. Savoir poser des limites fermes est une preuve d'amour-propre indispensable pour protéger notre paix intérieure.
Nous sommes tous responsables de la manière dont nous traitons les autres, car chaque action laisse une trace indélébile. Rester fidèle à ses valeurs face à la trahison demande un courage immense. Le véritable triomphe ne réside pas dans les représailles, mais dans la capacité à se reconstruire loin des environnements nuisibles. Choisir de s'éloigner de ceux qui ne respectent pas notre intégrité est le premier pas vers une guérison authentique. Vous méritez d'être entouré de personnes qui célèbrent votre loyauté au lieu de s'en moquer. Je vous invite à chérir votre bienveillance tout en choisissant avec soin ceux à qui vous l'offrez. Prenez grand soin de vous et n'oubliez jamais l'importance inestimable du respect de vous-même. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.